pour la troisième présentation, on accueille encore un duo, cette fois-ci composé de Marie Bellemare et Valérie Patreau, et leur présentation s'intitule « Zéro déchet, le paradoxe de l'œuf ou la poule ». Pour les présenter, Marie Bellemare est candidate au doctorat à la Polytechnique de Montréal. Elle se penche tout particulièrement par ses recherches sur l'implantation du zéro déchet dans une approche collaborative. Marie est diplômée en design industriel et s'est spécialisée par la suite comme consultante en éco-conception basée sur l'analyse du cycle de vie. Valérie Patreau. Candidate au doctorat à Polytechnique Montréal, ses travaux portent sur l'écofiscalité et les politiques publiques pour rendre la filière plastique plus durable. Valérie est diplômée en ingénierie aérospatiale et elle évoluait auparavant comme directrice des opérations du CIRAIG, C-I-R-A-I-G, on va y aller comme ça, un centre... J'ai pas pratiqué la prononciation. Un centre de recherche en analyse du cycle de vie. Alors... je leur laisse la parole. Et le pointeur. On vous écoute. Super. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est une présentation en deux parties. Je vais commencer et je vais passer la parole après à ma collègue Marie. Donc, moi, je suis Valérie Patreau et je suis accompagnée de Marie Bellemare. Donc, le sujet de notre présentation ce soir, c'est donc le zéro déchet. Par où on commence un peu, là, c'est ça l'idée du titre. Est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Donc voilà, c'est la grande question avec laquelle on vous invite à nous suivre. Donc, pour prendre un pas de recul, il y a quelques années, il y a des chercheurs qui se sont mis à quantifier un peu le plastique qu'on a sur notre planète. Et je ne vous cache pas qu'il y en a une grande quantité. En 2014, ils évaluaient qu'il y avait environ dans les océans un morceau de plastique pour 5 poissons. Et leur estimation, c'est qu'en 2050, on va être rendu à un morceau de plastique pour un poisson. Un pour un. Donc, il y a quand même besoin de changer quelque chose parce que c'est moins le fun d'avoir un océan plein de plastique et puis ça crée de nombreux enjeux de pollution. Donc, comment réduire cette pollution plastique? Dans nos océans, dans notre nature, dans nos rivières, nos fleuves. C'est un peu la question qu'on se pose. Et donc, on peut agir en amont, en aval, pardon, c'est-à-dire au niveau du recyclage, mieux recycler nos déchets plastiques. Mais il faut savoir qu'au Canada, c'est juste 9% du plastique qui est recyclé. Alors, ça commence mal, on a déjà une grande marche à faire, et puis c'est la même chose au niveau mondial. Donc, 9%, c'est une grosse marche pour recycler tout le plastique qu'on produit et qu'on a produit depuis environ les années 1950. Donc nous, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut donc plutôt attaquer l'amont, donc réduire à la source, et passer à du plastique à des contenants plus réutilisables, parce qu'il faut savoir que 47% à peu près du plastique qui se retrouve, qu'on utilise, ce sont des emballages plastiques. Donc, comment on peut réduire cette quantité-là et donc passer à quelque chose de plus circulaire et donc inclure dans notre façon de consommer du réutilisable. Donc, là, ici, on voit par exemple les épiceries locaux que peut-être certains d'entre vous connaissez à Montréal, qui proposent des produits en vrac et avec lesquels on peut aller avec son contenant ou utiliser des contenants consignés pour faire son épicerie. Donc, pour l'instant, l'épicerie zéro déchet, c'est ce qu'on appelle ça le mouvement zéro déchet, c'est l'objectif. Donc, ça reste vraiment un marché de niche. Et puis, on a fait une grande étude pan-canadienne, Marie et moi, et avec d'autres collègues. On s'est rendu compte que la grande majorité des Canadiens et Canadiennes font leur épicerie pas dans des épiceries zéro déchet, mais dans des supermarchés de base. Donc, comment on peut changer dans ces supermarchés-là la façon de consommer et de passer à plus de vrac? C'est ce qu'on s'est posé comme question. Et puis, est-ce que les consommateurs et consommatrices ont de l'appétit pour ça? Et puis, qu'est-ce que leur propose
l'industrie. Alors, c'est la question à laquelle on s'est posé, et la question qu'on a posée notamment aux consommateurs et aux consommatrices. Alors, on leur a dit on veut moins de ça, donc des beaux comptoirs avec plein de contenants plastiques, et plus de comptoirs avec moins de contenants en plastique. Ça peut être plastique, ça peut être un peu tout. Mais on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de plastique dans les contenants qu'on utilise. Et les Canadiens et Canadiennes nous ont répondu, en moyenne, à 54%, qu'ils étaient prêts à faire une partie de leur épicerie avec moins de contenants en plastique. Donc c'est quand même positif. Alors, comment on fait pour que ça se réalise ? Mais avant, on leur a posé aussi comme question pourquoi vous voulez faire, quelles sont les raisons qui vous poussent à être intéressé par du vrac. Donc la réponse majoritairement c'est l'environnement, des raisons environnementales qui les poussent à vouloir consommer en vrac. Après, tout le monde a l'impression qu'on peut avoir des économies, et puis notamment qu'on peut ajuster la quantité de ce qu'on peut acheter. Ça peut être des aspects positifs. Donc ce sont le top 3 des raisons pour. Les raisons contre, par contre, il y a des gens qui nous ont dit non, il n'est pas question, moi je ne me mets pas à consommer en vrac. Donc, c'est beaucoup des raisons d'hygiène. Les gens n'ont pas tellement le goût que d'autres personnes aient mis leurs mains dedans, dans la nourriture qu'ils vont acheter avant. Et puis, l'effort nécessaire. Hein. D'ailleurs, moi, je me suis remis à la musculation depuis que je fais du vrac. Donc, il y a un sentiment d'effort nécessaire pour faire du vrac. Il y a une gestion des contenants, soit ces contenants personnels ou des contenants consignés. Et donc, ça a une influence certaine sur pourquoi ou pas faire du vrac. Donc, on a aussi posé comme question aux gens, combien vous voulez payer si vous achetez des produits en vrac ? Et ça, c'est pour mettre des politiques publiques en place, c'est une question majeure, là. Donc, on leur a proposé différents scénarios, notamment un pour acheter des amandes. Et on leur a demandé de comparer, donc s'ils achètent des amandes dans un contenant en plastique ou s'ils l'achètent en vrac avec leur contenant personnel, avec un contenant consigné, combien ils sont prêts à payer. Donc ça faisait partie c'était des questions qu'on leur a posées au sein d'un grand questionnaire. Et puis les grandes conclusions de notre étude, donc quand on a sondé les Canadiens et Canadiennes sur leur avis par rapport à faire du vrac ou pas. Donc, les grandes conclusions sont qu'ils sont prêts à changer leurs habitudes et à se lancer pour une partie au moins de leur épicerie à faire du vrac. Ils aimeraient aussi que leur supermarché, où ils vont faire régulièrement leur épicerie, leur offre ces options-là. Ils voudraient aussi que les supermarchés offrent des options de consigne, parce que ça aiderait à simplifier les choses, et ils veulent payer moins cher. Donc ça donne quand même des informations pour mettre notamment des politiques publiques en place intéressantes. Et puis maintenant, c'est là que je vais passer la POC à ma collègue Marie, qui a étudié une autre perspective, celle de l'industrie et des commerçants. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Est-ce que vous m'entendez? Oui, ouais. Bon, c'est bon. OK, c'est ça. Okay, parfait. Bon, comme on dit, on niaise pas avec la POC, donc je vais enchaîner tout de suite, parce qu'on n'a pas le temps à compter. Donc, j'ai utilisé les données comme Valérie sur le sondage auprès des consommateurs, mais aussi, il y a une approche de prendre... on a collecté des données auprès des détaillants, on a fait des focus groups, on a pris des données auprès des acteurs de la chaîne de distribution alimentaire, tout ce qu'on retrouve dans les épiceries. On a fait des entretiens avec eux pour connaître leur perception, qu'est-ce qu'ils ont envers les consommateurs. Donc, par exemple, on a les producteurs d'emballage, les distributeurs d'emballage, les détaillants, épiceries, les représentants des grandes bannières, pour ne pas les nommer, Loblaw, Métro, etc. Et évidemment, le consommateur par rapport... tout ça par rapport au zéro déchet. Donc, en gros, pour résumer, quand on regarde toute la chaîne,
temps de la chaîne de distribution alimentaire, ils ont une perception que le consommateur, ce qu'on nomme le yuck factor, je pense que la dame ici, j'espère, ah non, j'ai pas pris la bonne affaire. OK, je pensais avoir le pointeur, mais en tout cas, vous voyez la dame en haut, à droite, c'est le yuck factor, ça, je pense que ça représente assez bien. Puis aussi, le style de vie qui était lié à... que ça demanderait aller vers zéro déchet, donc aller vers des plats réutilisables ou système de consigne. Ça demande trop d'efforts, comme Valérie mentionnait précédemment. Puis aussi, si on retire les emballages, bien, il y a un aspect important qui est retiré que les consommateurs veulent. Mais là, on parle toujours de perception de ces acteurs-là de la chaîne, là. Comme quoi que la marque... le fait que l'aspect marketing que procurent les emballages, enlever ça, c'est quelque chose qui n'a pas de sens, en tout cas. En gros, c'est ce qu'ils percevaient. Et plus particulièrement les détaillants. Pourquoi les détaillants? Il y avait quand même un propos nuancé parce qu'ils sont vraiment plus dans les acteurs de la chaîne, un contact direct avec les consommateurs. Donc, eux, ils nuançaient, OK, le yuck factor, mais plus dans le sens de l'hygiène, salubrité, mais ils avaient une préoccupation très, très, très forte s'ils vont vers le zéro déchet au niveau de la responsabilité s'il se passe quelque chose. Si le consommateur arrive avec son plat réutilisable, il l'a mal lavé, il achète son aliment, il va chez eux, il tombe malade, c'est qui est responsable? Donc, ça, c'est une grosse... ça peut être un frein, là, en tout cas, au niveau des perceptions. Et aussi, selon eux, bien, les consommateurs, ils sont à la recherche du produit parfait. C'est vrai qu'on a tendance, si on a une pile de pommes, on va choisir la pomme la moins poquée. Puis aussi, c'est important, selon eux, l'aspect de variété. Donc, avoir le plus de variété possible, une infinité de choix de chips ou quel que soit les grignotines qu'on veut, par exemple. Puis, ils ont noté surtout les détaillants qu'ils offraient déjà quand même l'achat en vrac, zéro déchet, qui était quand même dans notre échantillonnage une infime partie. Ils ont noté qu'il y avait vraiment un profil sociodémographique qui était vraiment évident pour eux, là, qui étaient sensibles à l'achat en vrac. Donc, c'était des plus jeunes, des gens plus éduqués, et aussi, c'était lié à l'origine de ces gens-là, souvent de pays européens. Et bon, ce que répondent les consommateurs, on leur a posé la question, par exemple, qu'est-ce qui est important de garder au niveau des emballages, là, que quand ils achètent un produit, l'emballage, c'est quoi le plus important? Donc, l'idée là-dedans, en posant cette question-là, qu'est-ce qu'on doit préserver pour aller vers le zéro déchet? Il y a des critères importants à préserver. Donc, en premier rang, c'était l'aspect information. C'est pas tellement... Donc, il faut nuancer l'aspect marketing que parlaient les acteurs de la chaîne. C'était plus dans le sens, eux autres, les consommateurs répondent que c'est plus information, c'est quoi le produit qu'ils achètent, comment l'utiliser, la valeur nutritionnelle, etc. Et en deuxième lieu, bon, évidemment, l'hygiène, salubrité. Oui, c'est quand même un aspect qui ça va dans le yuck factor qui a été mentionné par les acteurs de la chaîne. Et évidemment, bien, on l'a vu avec le sondage. Effectivement, on a vu quand même, malgré que la majorité des consommateurs canadiens sont prêts à enjamber le pas vers le zéro déchet s'il y a une offre facilitée, bien, quand même, on a vu qu'il y avait une sensibilité auprès des plus jeunes et aussi s'ils avaient un niveau d'éducation plus élevé. Donc, pour répondre à la question, l'œuf ou la poule, donc dans le sens l'offre ou la demande, bien, on est arrivé, Valérie et moi, à une équation des approches socio-constructivistes. Vous allez me dire, bien, qu'est-ce que ça mange en hiver? Bien, ça mange des approches, justement, à regrouper ces acteurs-là du système, en incluant évidemment des consommateurs pour avoir le point de vue de chacun, qui a une compréhension commune, parce que là, on s'aperçoit qu'il y a quand même des dissonances là, au niveau des perceptions l'un par rapport à l'autre, qu'est-ce que l'autre attend. Donc, pour aller vers une vision commune, plus des mesures publiques,
Des mesures publiques, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire un encadrement souvent gouvernemental, écomodulation, incitatifs financiers pour aider à ça. Et aussi, j'ai oublié quelque chose. Bon, en gros, c'est pas mal ça. Donc, tout ça pour favoriser l'offre et la demande de zéro déchet, parce que c'est un peu des deux à la fois qu'il faut enforcer. Donc, tout ça, pour conclure, si on veut éviter de se retrouver avec plus de plastique que de poissons dans les océans, il faut aller tendre le plus possible vers le zéro déchet. Donc, on a oublié de mentionner dans notre slide qu'on est ici aussi pour le... Oui, je l'ai oublié à chaque fois. Oui, on travaille au sein du réseau de recherche en économie circulaire du Québec et on a quelques personnes qui sont là du réseau. Alors, merci au réseau. Merci au réseau, parce qu'on ne serait pas là ce soir. Ah oui, je suis très prêt. Là. Super présentation, merci beaucoup. J'avais une question concernant là, les fameuses mesures publiques. Plus précisément, le côté législatif de l'encadrement là, de la société quant à l'offre et la demande des zéro déchet. Est-ce que vous savez si pour aller chercher une socio-démo de gens un peu moins éduqués, un peu moins jeunes, bon, en tout cas, je fais le contraire de ce que vous disiez. Est-ce que ça pourrait passer par des publicités de télévision? Est-ce que ce serait de voter des lois dans la Chambre d'Assemblée, par les premiers ministres, tout ça? Est-ce que ma question est comprise? Oui, tout à fait. Oui, c'est ça, alors, c'est la sensibilisation. Ouais, je cherchais j'y ai pensé quand tu m'as posé là. Mais c'est vrai que la sensibilisation, c'est un des facteurs et un des moyens des mesures publiques qui est souvent pas utilisé à sa juste valeur et qui pourrait l'être plus. Il faut savoir quand même que même si les jeunes ressortent dans l'achat en vrac, en fait, on s'est rendu compte que finalement, les gens un peu plus âgés, qui n'ont plus de famille à la maison et tout ça, qui ont un peu plus de temps, eux aussi sont intéressés à faire du vrac. Alors, on a à la fois les jeunes et à la fois les personnes plus âgées qui sont intéressées. Donc, il y a du potentiel pour aller chercher différentes personnes. On a fait aussi pas mal d'analyses sociodémographiques sur les profils. Et puis, selon les provinces, tout le monde au Canada, tout le monde n'a pas la même sensibilité et l'intérêt. Donc, on peut commencer par décortiquer un petit peu plus ces informations-là pour proposer des mesures publiques là où, disons, on peut accélérer le mouvement. Ça pourrait être ça. Et puis, en termes d'écomodulation, y a quand même des pays qui s'y mettent. En Europe, notamment, la France a fait a pris des mesures publiques assez copieuses dans ce secteur-là. Mais ici aussi, au Québec, il y a la ville de Prévost. Marie l'étudie plus particulièrement dans la suite de ses recherches, qui s'est mis à faire des propositions et de la réglementation sur l'écomodulation, notamment pour que quand certains produits, il y a toute une liste de produits, quand ils sont vendus dans cette ville-là, il faut absolument vendre le même produit en vrac. Et donc, les consommateurs ont le choix. On parle par exemple de produits pour... c'est une liste du lave-glace pour les autos, là, ou de l'eau en vrac. Mais maintenant, à chaque fois qu'on achète dans cette municipalité un produit dans son contenant à usage unique, on paye un frais qui va dans un fonds versus il est accessible en vrac et il n'y a pas ce frais-là à payer. Donc, c'est nouveau là, que cette municipalité a pris ce pas-là. Il y en a de plus en plus au Québec qui s'y mettent. Et donc, l'avantage de faire de l'écofiscalité, c'est que l'argent qui va dans un fonds, ça permet de faire plus de démarches, notamment pour sensibiliser la population aux bonnes pratiques. Bonjour. J'avais une question concernant l'emballage en épicerie.
Donc, l'emballage de plastique a aussi des bons côtés. Il aide aussi pour augmenter la durée de vie des produits, par exemple en modifiant l'air atmosphérique de l'emballage ou en créant une barrière. Puis, comment vous voyez, on pourrait contrôler la possibilité d'augmenter les déchets alimentaires en réduisant la durée de vie, par exemple des concombres ou du poulet à 5 jours au lieu de 10 avec un emballage de plastique? Je ne sais pas si tu veux y aller, mais c'est vrai que le gaspillage alimentaire dans la vente en vrac, c'est un enjeu. Donc, il faut choisir ses produits et la façon de le faire. Moi, je parle plutôt, au lieu de parler de produits, je parle plutôt de scénarios, en fait. Il y a des scénarios qui peuvent fonctionner et des scénarios qui sont moins viables. Hein. Et donc, les concombres, c'est un bon exemple parce qu'il y a des études qui montrent que s'ils sont emballés, ça permet d'être protégé. Mais disons qu'il y a toute une ingénierie inversée à faire aussi, là, de reprendre qu'est-ce qu'on veut acheter et puis comment faire en sorte que ce qu'on est capable d'acheter comme consommateur, c'est maintenu par la chaîne logistique le mieux possible. Donc, les concombres, est-ce qu'on peut les produire plus localement? Est-ce que de façon plus écologique? Enfin, ça force à repenser notre façon de s'alimenter, c'est vrai. Mais il y a quand même des aliments qui sont pas comme ça, et c'est pour ça que dans les études qu'on a fait, on a demandé aussi aux consommateurs par quel aliment ils voudraient commencer, et puis quels sont les plus faciles pour eux de commencer. Et puis il y a une partie des fruits et légumes. Le concombre, c'est peut-être pas le bon exemple, mais les bananes, par exemple, c'est peut-être un meilleur exemple. Où là, on n'a clairement pas besoin d'emballage, versus il y en a un pour éviter le gaspillage alimentaire, il en faut peut-être un peu plus. Donc, c'est pas si simple, mais c'est possible. Les noix aussi, il y a de quoi faire. Tous les aliments secs et tout, c'est assez ou les facile. liquides aussi. Et puis les liquides, ouais. Et tout ce qui est liquide, et puis tout ce qui est produits, soit d'hygiène corporelle, soit des produits ménagers aussi, qu'on a regardés, qui sont a priori, il n'y a pas d'enjeu de gaspillage alimentaire là, pourquoi pas commencer par cela. OK, donc il n'y a pas l'idée d'être 100% zéro déchet, juste une partie de nos consommations. Oui, idéalement, oui. Mais c'est vraiment un sujet complexe. Et puis, donc, selon les aliments, tout est pas possible, mais il y a quand même de plus en plus d'options comme consommateur d'aller voir son épicerie pour aller avec ses propres contenants. Et puis, il faut s'éduquer aussi pour savoir comment bien consommer le produit qu'on achète de façon à éviter le gaspillage alimentaire. Alors, mais il y a peut-être des moments où il va falloir d'autres options que la vente aux consommateurs pour pouvoir réutiliser et éviter le gaspillage alimentaire de certains produits. Mais je n'ai pas de données là-dessus, mais c'est vraiment un beau champ de recherche. Ouais, c'est ça, tout dépend de l'aliment, puis c'est ça, il y a beaucoup de facteurs, mais en général, c'est ça, on avait fait une revue de littérature par rapport à l'année cycle de vie, gaspillage alimentaire, qu'est-ce qui était mieux, mais ça dépend des aliments, mais en général, c'était quand même, il y avait des bénéfices à aller vers l'achat en vrac. Ouais. Hi, thank you for sharing the results of your research. Is it okay if I ask in English? Okay. So I actually wanted to know more about the conditions of the survey. A few things, like how many people were surveyed, where did they live, and the last, I think, part that kind of like caught my attention is that although I know that people responded that they wish that they could pay less, I was surprised to see that it wasn't one of the main reasons why people were not actually purchasing. So I'm just wondering if you have the information of their average income of your sample. Yeah, we've got the information. So we had 2002 respondents to the survey, and it was representative of the Canadian population based on the last recensement, census.
2016 Census of Statistics Canada. And regarding the mean income for the household, it was around $47,000. Okay. Okay. Interesting. Thank you. You're welcome. Bon, j'ai une petite question en moins. Merci pour la présentation. Moi, je me demandais, parce que vous n'avez pas parlé vraiment de l'aspect... En fait, moi, j'essaye le plus possible de consommer zéro déchet. Et j'ai entendu... Parce que, donc, moi, j'apporte mes contenants, par exemple. Ouais. Mais derrière, il y a forcément des déchets que, même si nous, on n'en fait pas, que les compagnies, en fait, qui vendent en font. Donc, est-ce que vous avez peut-être quelques données sur cet aspect-là? Cet aspect-là, non. C'était les limites de l'étude. Ouais. Parce que en fait, on a au niveau alors c'est pas les consommateurs a priori qui ont cette information-là, c'est plus les détaillants et les producteurs. Et ça a été un enjeu de contacter ces personnes-là. Et puis la pandémie, ça a aussi changé beaucoup leurs intentions parce que par exemple Métro, avant la pandémie, ils s'étaient lancés dans tout une stratégie zéro déchet et puis ils ont tout arrêté suite à la pandémie, donc on n'a pas pu tester avant, après, et puis qu'est-ce que ça fait sur eux. Donc ça, c'est pour l'instant, c'est des informations qu'on a eu du mal à aller chercher, à aller évaluer. En Europe, ils en font un petit peu plus. Il y a l'ADEME, l'agence de transition énergétique française là, qui regarde ça et qui fait pas mal de projets pilotes, mais avec des projets spécifiques là, pour voir. Et il y a peut-être des études de leur côté, mais je ne suis pas certaine. C'est pas, en général, les recherches qu'on retrouve, c'est plus comment faire de la vente en vrac plutôt que comment... l'analyse réelle de l'ensemble de la chaîne et puis les comparaisons entre les deux. Mais c'est des bonnes questions. Oui, puis c'est une bonne question. Puis en même temps, suite aux entretiens qui ont été effectués, ce qu'on a compris, c'est que ça demanderait vraiment un changement de modèle d'affaires. Surtout que ceux qui ont... Tout le monde, c'est ça qui est intéressant. Là, j'en parle pas ici, mais au niveau de la responsabilité, qui est le plus responsable de faire changer le système là, pour aller vers un système linéaire à circulaire? Tout le monde pointe finalement les producteurs d'emballage principalement. Même eux-mêmes le disent, mais ils n'ont pas intérêt, ils voient mal comment changer leur business de producteurs d'emballage à offrir un système sans emballage. Mais il y a toujours de l'emballage parce que là, on parle quand même de réutilisation d'emballage, un système de réutilisation d'emballage, que ce soit de consigne. Donc, c'est ça. C'est ça, si je peux grand me permettre, ça fait un beau lien avec l'exposé sur la décroissance. Oui, tout à fait. Exactement. Tout à fait. Et puis, si vous voulez aller plus loin dans les informations, on a participé, Marie, moi, et puis les co-chercheurs ici, à une grande étude avec Équiterre, parce que le sondage qu'on a fait, et puis duquel on retire beaucoup de données, on a fait une publication, tout un rapport avec Équiterre, sur le zéro déchet. Et donc, il y a beaucoup plus de données, d'informations dans ce rapport qui est public. Oui, puis une version, un sommaire, puis aussi une version complète. Là. Français, anglais, tout. Oui.